Bonjour à tout le monde, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, bienvenue à tous pour cette super soirée autour du thème des théories féministes en compagnie de Camille Froidevaux-Métairie et de Nathalie Grandjean. Moi, je m'appelle Lise, je travaille pour la librairie Scientia ici à Mons. Et en fait, on est très heureux d'être partenaire avec le MUMONS pour ce cycle. Enfin, on est partenaire pour plein de choses. Mais là, en l'occurrence, depuis à peu près un an, on a lancé un cycle de conférences ensemble. L'idée, c'est vraiment de vulgariser différentes disciplines, à chaque fois autour d'ouvrages récents et avec des auteurs et autrices qui sont spécialistes de leur sujet. Mais voilà, on veut vraiment mettre à l'honneur aussi différentes disciplines pour les rendre accessibles, compréhensibles par tout le monde. Et ça rejoint le projet de l'UMONS et celui de la librairie, puisque nous, on organise différents événements et rencontres littéraires tout au long de l'année pour essayer de faire vivre un peu la culture à Mons. Et voilà, les sujets, évidemment, comme le féminisme, nous tiennent particulièrement à cœur. Je vais laisser maintenant Claire Martinus dire un petit mot d'introduction au nom de l'UMONS. Et puis voilà, on pourra passer à la rencontre croisée. Donc ce sera une rencontre croisée d'environ 1 heure. Puis il y aura un temps de questions pour le public si vous le souhaitez. Et enfin une dédicace. Voilà, merci à tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde. Effectivement, on n'a pas beaucoup de retours. Peut-être parle plus près encore comme ça. Il faut... Ah ouais, vraiment tout près. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir ici dans les locaux de l'Université de Mons. Donc je m'appelle Claire Martinus, je travaille à l'Université de Mons comme chargée de cours dans le master de spécialisation en études de genre avec ma collègue Nathalie. Et aujourd'hui, on m'a fait un honneur. On m'a demandé, en ma qualité de personne de contact genre de l'UMONS, de venir accueillir et introduire les interventions de Camille Froidevaux-Métairie et Nathalie Grandjean. Donc merci à mes collègues du MUMONS d'ailleurs de m'avoir proposé ça. Mes étudiantes qui sont là aujourd'hui savent à quel point ça résonne pour moi. Donc voilà, nous avons l'occasion aujourd'hui, grâce à un partenariat entre la librairie Scientia et le MUMONS, de recevoir 2 autrices qui ont contribué à l'ouvrage sur les théories féministes, publié récemment. On va avoir l'occasion de les entendre nous parler de ces travaux, leurs recherches sur les questions de genre, les questions liées au corps des femmes notamment, aux technologies aussi. Donc on va je vais d'abord vous présenter Camille Froidevaux-Métairie qui nous vient de France, de Strasbourg, en tout cas de Paris, oui, et qui enseigne à Reims, dans la fac de Sciences Po, en philosophie, et qui a publié de très nombreux ouvrages sur les questions de genre, sur les corps des femmes, sur les théories féministes, et qui vient venir nous présenter, discuter avec nous aujourd'hui, ce soir, de toutes ces questions. Bon, c'est un petit peu difficile pour moi de rester objective aujourd'hui. Encore une fois, mes étudiantes qui ont eu le cours genre et corps dans le master de spécialisation en études de genre m'ont entendu prononcer son nom des centaines de fois. Et donc, à l'UMONS et dans le master, on connaît bien ces travaux. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et Nathalie Grandjean, aussi philosophe à l'université de Namur, qui enseigne donc dans le master en études de genre le cours de genre et philosophie, qui a aussi publié en 2021 un ouvrage fascinant sur Donna Haraway et qui nous parlera aussi de sa contribution à l'ouvrage. Merci encore à toutes les 2 d'être présentes parmi nous ce soir et je vous laisse la parole. Merci Claire. Et merci Lise. On va s'asseoir alors. Comme ça. Tu dois appuyer sur le petit bouton rouge. Et donc est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors on va parler aujourd'hui de cet ouvrage-ci, Théorie féministe,
Donc un ouvrage de grande ampleur autour des théories féministes qui est paru au Seuil il y a quelques mois. Et donc ma première question est simple, en fait, elle s'adresse à Camille Froidevaux-Métairie qui est à l'origine de ce projet. Simplement savoir comment est née cette idée de cet ouvrage qui est pensé à la fois comme un outil pédagogique et comme une ressource militante. Et puis cet ouvrage, on le voit, c'est un livre de grande ampleur qui fait plus de 700 pages. Et en fait, il réunit plus d'une centaine de contributeurs et contributrices. Et du coup, je voulais savoir comment s'était opérée la sélection et la coordination de ce projet très ambitieux. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous remercier, par remercier la librairie Scientia et Lumons, ou je ne sais pas si je veux dire Lumons ou le Mumons, enfin Mons, qui est une ville que je ne connaissais pas et où j'ai une amie qui est là ce soir. Je suis très heureuse de parler devant elle. Et puis je suis très heureuse de venir vous parler avec Nathalie de cet ouvrage collectif que j'ai dirigé donc, pour les éditions du Seuil, dont l'idée m'est venue il y a à peu près 4 ans, dans un moment où nous étions alors, parce que ça peut paraître curieux de dire ça comme ça, mais vous allez comprendre, dans une phase de relative effervescence et de relative sérénité ou combativité sereine, puisque c'était le moment où, dans le sillage de cette dynamique par laquelle, depuis à peu près le milieu des années 2010, une nouvelle génération de féministes s'est ressaisie d'un certain nombre de grandes questions, notamment autour du décor des femmes, mais pas seulement. J'observais une floraison de propositions, d'ouvrages, de podcasts, avec également dans le monde académique des initiatives assez inédites, de recueils autour de la sociologie du genre ou de l'histoire des luttes féministes. Et observant cela, observant aussi un certain engouement de la jeune génération féministe pour des autrices pionnières en fait de la pensée féministe, avec des beaux mouvements de redécouverte de Bell Hooks, Beauvoir, Awatiam, enfin Monique Wittig. Enfin, voilà, je voyais une certaine appétence de cette nouvelle génération de féministes pour les théoriciennes pionnière du féminisme. Et donc, en même temps, j'observais qu'il me semblait qu'il manquait un petit peu une proposition un peu panoramique qui permettrait de donner accès à la fois aux étudiantes et étudiants, mais aussi à toutes les personnes que ces combats et que ces idées intéressent. Et donc, l'idée de ce collectif est venue à ce moment-là, il y a 4 ans. Et donc, j'ai élaboré un premier sommaire, une 50aine d'entrées. J'ai sollicité une 50aine de personnes qui étaient toutes des très, très bonnes spécialistes de ces sujets. Et puis quand j'ai réuni cette petite communauté, on a fait un certain nombre de réunions. Je ne sais pas si tu as fait partie de ces réunions, Nathalie. Où tu étais. Deuxième moment. Ouais. Parce qu'il y a eu cette première phase où, justement, sur la base de ce premier sommaire d'une 50aine d'entrées, j'ai demandé aux 50 autoristes qui avaient accepté de participer au projet qu'on réfléchisse ensemble et qu'on donne véritablement une dimension collective au projet. Non, j'y étais. Non, je me souviens. Ouais. Pardon, mais j'ai pas mauvaise mémoire. Non, j'y étais, je me souviens. Donc on a fait des réunions en visio, en fait. J'en ai fait 3-4 comme ça. Et c'était absolument passionnant parce que le projet a pris une ampleur. Enfin, pour dire les choses comme elles se sont passées, on est passé de 50 entrées, donc 50 textes, à quelques 130. Et d'une 50aine d'autoristes à une centaine d'autoristes, jusqu'au moment où mon éditrice au Seuil m'a envoyé un mail en disant « Mais est-ce que ça va s'arrêter à un moment ou pas ?» Bon, bref, il a fallu s'arrêter. Mais cela dit, pour moi, ce projet, depuis le début, c'est un projet qui n'est pas figé. Enfin, voilà, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'il y aura une version poche d'ici 1 an ou 2. Et j'espère bien profiter de cette version poche pour l'augmenter, parce que voilà, j'ai ma petite liste qui peut-être que vous allez me proposer à nouveau une autrice ou un thème pour l'augmenter encore. Mais enfin, disons que voilà, de toute façon, comme on aura l'occasion de le dire sans doute, la pensée féministe, par définition, est une pensée vivante et donc toujours en expansion. Et de votre côté, Nathalie Grandjean, comment vous êtes retrouvée du coup impliquée dans ce projet ? Et d'après vous, donc ça c'est une question aussi pour toutes les deux, qu'est-ce que ce type d'ouvrage collaboratif change dans la manière de produire et de transmettre des savoirs féministes ? Très bonne question. Alors, c'est Camille qui m'a contactée. Je dirais c'est assez facile, la réponse. Première réponse très facile. Donc Camille m'a contactée, m'a envoyé un petit mail. Est-ce que tu me voyais encore à l'époque, est-ce que vous voulez contribuer, etc. Puis après on s'est tutoyé. Et j'ai dit, mais évidemment, comment ne pas contribuer à un si beau projet ?
Donc j'étais ravie, vraiment ravie, et ravie aussi ravie de contribuer, ravie du projet. Alors il me semble que ça va tellement bien dans le sens du féminisme de travailler comme ça. Je pense que c'est ça aussi à mon avis, et je pense qu'on le sent en fait dans l'ouvrage, quelque chose de même si on a chacun, voilà, fait une entrée ou bien un petit, enfin, il n'y a pas forcément de travail collectif sur l'écriture, c'est pas une écriture collective, mais tout le travail que tu as fait d'inventer, de faire contribuer l'intelligence collective aussi pour ouvrir tous les horizons et l'organisation, je trouve qu'elle est vraiment, enfin, on sent vraiment le caractère collectif de ce que c'est un mouvement féministe. Et donc, dans le mouvement, il y a l'idée justement que ce n'est pas figé, qu'il y a quelque chose qui aussi se redéploie à chaque fois. Et donc, c'est une super nouvelle pour la version poche, je ne le savais pas. Et félicitations, en tout cas, c'est la preuve que ce livre trouve une très bonne place. Parce qu'au fond, des anthologies, des encyclopédies, il y en a. Mais celle-ci a quand même quelque chose de très particulier, je trouve, qui se distingue des autres, dans la manière dont tu as aussi identifié, en fait, comment l'organiser. Oui, la couverture, peut-être on peut la remontrer, figure, et je veux bien que vous l'ouvriez, en fait, comme ça, parce que pour qu'on voit le cercle, le cercle. Pour moi, le cercle, c'est vraiment le symbole du féminisme. Alors évidemment, on pense au cercle de conscientisation des années 70, mais c'est l'idée à la fois d'un travail et d'un savoir circulaire, horizontal. C'est-à-dire que dans la pensée féministe et en philosophie féministe, on pense jamais seul, c'est-à-dire on pense toujours ensemble. Enfin, c'est un peu ma définition de la philosophie féministe, c'est penser ensemble à partir de soi, avec une espèce de contradiction, mais qui n'est contradictoire qu'en apparence. C'est-à-dire que on part toujours tous de nos expériences vécues, de nos expériences donc singulières. On part bien souvent aussi de récits de soi, enfin en tout cas. Dans mon petit champ de la phénoménologie féministe, c'est comme ça qu'on procède, c'est-à-dire cette attention et cette valeur accordée au récit singulier, personnel, au récit en première personne, mais aussi avec cette espèce de logique un peu, j'allais dire presque magique. En fait, c'est la réunion des récits singuliers qui produit du collectif et qui produit surtout une pensée politique. Et on connaît toute cette formule de l'intime et politique, mais si on la décortique, si on veut essayer de comprendre ce qu'elle recouvre, c'est très exactement ça. C'est-à-dire comment en partant d'un récit singulier en première personne, mais un récit qu'on met en partage, qui vient rejoindre d'autres récits, ça fait cercle et ça fait surtout prise de conscience et donc monter, non pas en généralité, mais monter en politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mise en partage de ces récits singuliers qui produit la prise de conscience, mais surtout la volonté politique de transformer ces expériences communes de discrimination, de violence, d'oppression en un projet politique de libération, d'émancipation et de renversement de l'ordre patriarcal du monde. Parce que c'est quand même ce qu'on essaye de faire. On voit bien à vous entendre que ce type de projet collectif transforme non seulement la manière de produire du savoir, mais aussi la façon dont il circule, se diffuse, se partage. Et c'est d'autant plus intéressant que la rencontre de ce soir s'inscrit précisément, donc comme je l'ai dit, dans un cycle de conférences de vulgarisation, donc avec cette même volonté de rendre accessibles des réflexions parfois perçues comme complexes ou réservées au monde académique. Et donc je voulais maintenant vous entendre toutes les deux sur cette question de la transmission et de la vulgarisation, puisque vous défendez dans l'ouvrage l'idée très importante de rendre ces théories accessibles et de rompre en fait avec l'élitisme d'une posture académique qui peut parfois sembler surplombante, pour valoriser, donc comme on l'a dit, une pensée féministe située et collective. Concrètement, comment ça se traduit dans votre travail, enfin pas forcément que dans cet ouvrage-ci, mais dans votre travail quotidien, et en quoi cette attention à la transmission et à l'accessibilité est-elle en elle-même un geste féministe ? Vas-y si tu veux. Mais c'est une grande question, donc j'essaie de voir par où je commence ma réponse. Je pense que les féministes ont vraiment, en tout cas une partie des féministes que moi je lis, Françoise Collin ou Haraway, qui sont deux autrices, deux philosophes sur lesquels j'ai travaillé, elles distinguent par exemple théorie et pensée, c'est-à-dire théorisation comme quelque chose, la montée en abstraction, en généralité, qui peut effectivement créer des effets d'élitisme, parce qu'au fond, on leur utilise des concepts où c'est un peu aérien, c'est hors sol, et penser comme étant justement un exercice aussi de théorisation, bien entendu, mais qui reste ancré exactement comme tu le disais, à partir du corps, de l'expérience. Et je pense que les théoriciennes féministes, toutes au fond, on se soucie en fait de rester accrochées à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et qui nous raccroche aussi au fait qu'on a un corps.
Et en tout cas, en philosophie féministe, c'est très très fort, hein, cette idée qu'on a sans doute toujours négligé le corps dans la manière dont nous, les femmes, on pouvait en tout cas l'amener, ou les femmes ou les minorités de genre, etc. Et donc, le souci de la transmission, pour moi, il est au cœur aussi du projet féministe, donc, par exemple le Master Genre dans lequel Claire et moi on est embarqués, de vraiment pouvoir faire en sorte que les cours qu'on donne, les textes qu'on fait lire, même si parfois, quand je fais lire Haraway, les étudiants font « c'est quand même élitiste », c'est vrai d'ailleurs, enfin, il y a un caractère où c'est difficile, hein, donc ça, j'en suis bien consciente, bien entendu. Mais en tout cas, l'exercice de la transmission, c'est un exercice, en effet, alors c'est pas que féministe, hein, il y a plein d'autres... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les féministes qui peuvent se targuer de travailler sur la transmission, mais en tout cas, il y a une réflexion collective, une réflexion féministe sur ce que peut être une transmission et qui est liée vraiment à la manière dont on construit les savoirs en philosophe féministe ou en féministe. C'est-à-dire qu'on ne va pas... par exemple, en philosophie, on peut avoir été formé, et c'est mon cas, voilà, vous écrivez un article ou une réflexion, et vous, au fond, vous avez tout votre chemin de réflexion, et puis on vous incite quand même de manière très, très forte à vous débarrasser au fond de tout ce qui a fait votre chemin, mais à laisser que les résultats. Ce qui donne un texte hyper aérien, hyper hors sol, où on ne comprend pas, et au fond, on doit faire un exercice un peu de rétropédalage, comme on dit. Et je pense que nous, les féministes, en tout cas les théoriciennes, on a ce souci de dire laissons les échafaudages, laissons le chemin, laissons au fond tout ce qui est resté, tout ce qui nous a servi pour construire notre pensée, voire notre exercice d'abstraction, de théorisation, pour au fond que celles qui nous suivent ou celles qui veulent faire partie du chemin, qui veulent simplement voir comment on travaille, au fond aient les mêmes outils, enfin puissent se saisir des outils que nous on a laissés. Ça, je pense que c'est une volonté vraiment très déclarative pour nous, et pour moi c'est ça en partie aussi la transmission. Oui, j'aime beaucoup la façon dont tu le dis, j'aime beaucoup cet adjectif aérien, parce que pour ma part, ce que je dis souvent, c'est qu'en philosophie féministe, on prend à rebours des siècles de philosophie masculine, c'est-à-dire ce monde de la pensée, ce monde idéal, où les philosophes, moi je dis souvent, flottent au-dessus du monde, dans une espèce de ciel des idées, du haut duquel ils... pensent le monde d'en bas, mais de façon comme des espèces de monades totalement déconnectées les unes des autres, et puis totalement déconnectées en fait de la vie et de l'expérience des personnes qui éprouvent en fait les phénomènes qu'ils essayent d'analyser. Donc très aérien en effet, j'aime beaucoup cet adjectif. Et alors nous, ce qu'on fait, les philosophes féministes, c'est que on rapatrie tout ça sur Terre, et puis on se remet bien les pieds voilà, sur le sol, dans la terre, pour de là où l'on pense, de là où d'ailleurs on a laissé les femmes féministes penser, et c'est souvent en dehors de la philosophie, c'est-à-dire que d'ailleurs l'ouvrage, le collectif le montre à plein d'égards, c'est-à-dire il y a finalement très peu de philosophes féministes, si ce n'est dans la période plus contemporaine, parce que historiquement en fait les femmes n'avaient pas la possibilité d'être philosophes, et donc elles pensaient, les féministes spécifiquement, de là où elles étaient, dans les cuisines, dans les ateliers, dans les champs de coton, un peu dans l'espace public quand elles ont réussi à en conquérir quelques fragments. Et elles pensaient aussi de là où elles étaient comme personnes, en tant qu'ouvrières, syndicalistes, militantes, poétesses, écrivaines, parfois philosophes, mais plus rarement. Et ça aussi, c'est une grande particularité de la pensée féministe. Je ne connaissais pas cette distinction, ça m'intéresse beaucoup, théorie-pensée. C'est Françoise Collin. Ouais. T'enverrai l'article. Merci. Et ça indique justement, ça fait signe vers cette façon de ne pas se placer au-dessus, de rester... à penser le monde de la situation, ce fameux point de vue situé qui est vraiment un des piliers de l'épistémologie féministe, c'est-à-dire on pense le monde d'abord pas de n'importe où. Moi je suis philosophe féministe, blanche, classe bourgeoise, hétéro, et donc évidemment ça induit pas mal de biais auxquels j'essaye de rester la plus attentive possible. Ça m'oblige aussi envers les autres points de vue, et ça m'oblige à les intégrer. Vous le disiez, je travaille depuis longtemps sur la question des corps des femmes, et je ne cesse d'être confrontée à cette exigence épistémologique, que même si on dit les corps des femmes ou même le corps des femmes,
voire même le corps de la femme, enfin nous féministes on ne dit pas ça, mais d'autres le disent, mais en fait tout ça, ça n'existe pas, il n'existe qu'une pluralité de situations qu'il s'agit de prendre en considération. Et donc ce que les philosophes féministes font, quand je dis philosophes c'est au sens large de toutes les penseuses féministes font, c'est vraiment qu'elles prennent la tradition philosophique puis elles la retournent comme un gant. Alors d'abord, comme je le disais, d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire penser d'en bas, penser ensemble, mais aussi sur le plan des objets dont nous nous saisissons. Et ces objets, c'est à peu près tout ce que la philosophie s'est refusée de penser depuis à peu près l'aube des temps. C'est-à-dire, j'ai une petite formule que j'aime bien, qui consiste à dire que nous essayons d'élever à une certaine dignité philosophique des thématiques qui ont été jusque-là considérées comme indignes, si ce n'est infâmes. Donc, au premier chef, toutes les questions corporelles, toutes les questions qui ont trait aux émotions aussi, parce que tout ça introduit est censé introduire une forme de confusion et de déconsidération, mais c'est aussi tout ce qui concerne le vivant, la nature, et puis globalement, tout ce que la philosophie a considéré comme étant les choses les plus dignes et les plus susceptibles de faire l'objet d'une investigation théorique, à partir d'une espèce d'idéal de la raison dans sa dimension très abstraite et très universelle. On fait rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire que plus d'abstraction mais de l'expérience vécue, plus d'universalité, mais au contraire une attention à la singularité des expériences vécues, et puis aussi quelque chose qui a à voir avec et c'est un peu le fond du projet aussi, c'est-à-dire une pensée qui doit produire des effets, c'est-à-dire quelque chose d'intrinsèquement politique. Et je peux compléter. Il y a aussi une chose que j'essaye de faire, c'est faire des enfants dans le dos à la tradition. C'est-à-dire, tout le canon philosophique, tu vois, on se dit, bon, Kant, comment est-ce qu'on pourrait faire une lecture féministe de Kant ? Bon, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si je le ferai d'ailleurs, mais je veux dire, il y a cette idée aussi, je crois qu'il y a tout ce canon, en tout cas en tant que philosophe, et la manière dont on a été formé en philosophie, on doit travailler avec tous ces morts, quoi. Aristote, Platon, Kant, Hegel, vous voyez, tous ces grands morts qui sont en même temps tous ces vieux mecs, voilà, bon, après... Et ne pas, on ne peut pas ne pas s'y intéresser parce qu'au fond, la philosophie c'est une discipline qui a cette nature particulière de toujours se référer à ceux qui l'ont précédé. Je dis ceux parce que majoritairement c'est des hommes, et donc se dire qu'on ne va pas, on ne voudrait plus les étudier pour maintes raisons, et on a des bonnes raisons d'ailleurs de ne plus avoir envie de les étudier. En même temps, c'est aussi peut-être se gâcher un certain plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, peut-être de relire une tradition avec ce regard critique. Et ce regard critique, c'est-à-dire politique, de politisation, comment est-ce qu'on pourrait politiser Kant, par exemple ? Ça, je ne sais pas encore très bien comment je pourrais le faire, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Kant, mais je prends ça comme un exemple, parce que tout le monde voit très bien qui est Kant, en général. C'est-à-dire comment on pourrait leur faire des enfants dans le dos. Et quand je prends cette expression « enfants dans le dos », c'est-à-dire leur coller une maternité qu'ils n'auraient pas eu envie d'avoir. Et ça, en tant que féministe, au fond, il y a quelque chose qui pourrait être très amusant aussi, de se réapproprier cette tradition, qui au fond, qu'on ne peut pas vraiment, on peut pas ne pas s'y intéresser à cette tradition parce qu'on est formé avec ça. Oui, moi, ça me fait penser à la notion de bandita. Ouais. Alors, c'est pas Iris Marianne Young, mais moi, je l'ai découverte à travers elle. C'est-à-dire cette idée que les philosophes féministes se saisissent en bandits, en voleuses, des éléments. Et donc, Young le fait avec la pensée de Sartre, dont elle utilise et réinterprète la notion de série pour expliquer que le groupe des femmes constitue non pas une communauté mais une série. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, et j'aime bien cette idée en fait de voler ou d'aller chercher dans la pensée de ces philosophes hommes du passé les quelques éléments qui peuvent être utiles, parce que c'est vrai, ça n'a pas de sens que on ne va pas canceller toute l'histoire de la philosophie occidentale, mais d'aller chercher les outils conceptuels qui peuvent nous servir, et puis de nous les approprier, et puis d'en faire un peu quelque chose de tout à fait nouveau. Votre ouvrage donne à voir un féminisme extrêmement divers et très foisonnant. Pourtant, dans l'introduction, Camille Froidevaux-Métairie, vous insistez sur la cohérence de l'ensemble et vous employez notamment la métaphore de la constellation. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette image et en quoi elle permet de penser à la fois la pluralité et l'unité du féminisme
donc qui n'est pas un mouvement homogène. Et malgré les tensions, et ça c'est aussi une question pour toutes les deux, malgré les tensions et les désaccords, qu'est-ce qui fait, selon vous, le socle commun du féminisme dans ces différentes approches ? Oui, ça c'était vraiment un aspect très important du projet, qui était de mettre au jour l'immense pluralité, diversité des idées, des courants, des autrices féministes, en assumant aussi la dimension nécessairement conflictuelle qui parfois les oppose. À partir du moment où on considère le féminisme pour ce qu'il est, à savoir, selon moi, une grande doctrine politique aspirant à vraiment transformer l'ordre du monde, c'est-à-dire vraiment un projet politique de transformation de la société tout entière par le renversement et la destruction de son socle patriarcal. On conçoit très bien qu'en tant que grande doctrine, le féminisme, la pensée féministe puisse quasiment nécessairement être composé d'une grande pluralité de propositions, lesquelles propositions non seulement sont différentes, mais parfois même contradictoires et conflictuelles. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on reproche beaucoup, assez spontanément, aux féministes de ne pas être d'accord entre elles. Elles ne sont même pas fichues de se mettre d'accord sur... Bon. Mais a-t-on jamais reproché à la grande pluralité des penseurs de la tradition marxiste, pour faire court, en allant des socialistes utopistes jusqu'aux trotskistes, en passant par les marxistes, socialistes, bref, tous ces penseurs politiques qui avaient le même projet de transformation de la société au prisme du grand idéal d'égalité, qui n'étaient absolument pas d'accord entre eux, ni sur le plan des idées, et encore moins sur le plan de la méthode, on leur a jamais fait le moindre reproche de ces divergences de vues et de ces conflictualités théoriques, alors qu'on se précipite pour aller souligner le fait qu'il y a des féministes. Ben non, nous ne sommes pas d'accord entre nous, parce que dans la visée commune qui est la nôtre, de transformation de la société sur la base du repérage, de la dénonciation de tous les mécanismes qui entretiennent les discriminations et les violences que subissent et les femmes, et, parce qu'il faut le dire peut-être tout de suite aussi, parce que le féminisme, c'est d'abord évidemment un projet d'émancipation des femmes, mais qui va s'élargir décennie après décennie. Moi, j'utilise souvent l'image de la spirale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique non seulement d'élargissement, mais d'englobement qui ne cesse d'ouvrir en fait la diversité des champs politiques dont se saisit la pensée féministe, en partant d'un sujet politique assez étroit, d'un nous les femmes qui ne recouvre pas vraiment une réalité très, très tangible, et décennie après décennie, en englobant dans le projet d'émancipation toutes les personnes. Alors, moi, c'est ma proposition, voilà, c'est une terminologie qu'on peut discuter. Moi, je parle de personnes féminisées pour désigner toutes les catégories de personnes qui sont réduites à une caractéristique corporelle. Donc, en fait, par homologie avec ce que subissent les femmes depuis toujours. Dans le système patriarcal, la définition de la condition féminine, c'est l'assignation des femmes à leur fonction corporelle, sexuelle et maternelle essentiellement. Et donc, par extension, je définis les personnes féminisées, ce qui me permet d'inclure dans le projet féministe toutes les personnes qui sont assignées, elles aussi, à des caractéristiques corporelles, couleur de peau, orientation sexuelle, âge, conditions de validité ou de handicap, etc., etc. Bref, une immense diversité de catégories de personnes qui subissent des discriminations et des violences au regard même d'un enfermement, en fait, dans une condition incarnée dont on estime qu'elle suffit à définir ces personnes. Comment j'avais commencé là? Je me retrouve à un endroit de... c'est l'idée de l'élargissement et... Aidez-moi. Oui, c'est ça. Et donc, vous voyez bien que dans cet immense projet qui ne cesse de prendre de l'ampleur, évidemment, les propositions, elles sont diverses et conflictuelles. Et en fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est bon signe. Et puis, je dis souvent qu'on n'aura jamais assez de théories pour renverser l'ordre patriarcal des choses. Donc, réjouissons-nous en fait de cette pluralité, de cette conflictualité, et accordons en fait au féminisme cette dignité de grande doctrine politique de transformation de la société tout entière.
je te rejoins, évidemment. Donc oui, moi, je te rejoins tout à fait. Je trouve que ce qui est vraiment merveilleux dans ce livre, c'est un peu ce qu'on chez les marxistes on appelle le droit de tendance. Hein, vous voyez, on peut, au fond, dans voilà, des communautés de gauche, au fond, se dire on n'est pas tous d'accord et c'est pas grave, en fait, parce qu'au fond, voilà, on a un objectif commun qui est effectivement quitter, transformer le patriarcat, etc. Mais le droit de tendance, évidemment, veut dire aussi qu'il y a des conflits, et qu'il y a des conflits qui sont parfois insolubles, enfin, qu'on n'arrive pas à résoudre, et c'est pas grave. Et en effet, je suis assez d'accord, hein, on reproche toujours, enfin, on adresse toujours cette critique aux féministes, elles ne savent pas s'entendre, comme si, au fond, c'était ça qu'on attendait d'elles. C'est assez étrange aussi, hein, cette attente un peu démesurée vis-à-vis des féministes, comme quoi elles devraient quand même se mettre d'accord sur une seule position, donc elles n'auraient pas de droit de tendance. Mais c'est aussi, voilà, je trouve le signe de tout ce mépris vis-à-vis de la manière dont les femmes font la politique, et ici, dans la manière dont elles politisent leurs propos. Donc ça, je te rejoins tout à fait. Alors sur les questions, je trouve que j'aime bien ce que tu dis, les personnes féminisées. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser altérisées. Voilà, mais ça part au fond de la même définition, c'est-à-dire cette idée qu'au fait, on est d'abord et avant tout un corps, et un corps qui est marqué comme corps. Donc je suis en fait entièrement d'accord avec toi, c'est juste que j'utilise pas ce mot-là, mais c'est dans la même, comment dirais-je, oui, dans la même, la même logique. Et ce que je me dis aussi, hein, dans cette altérisation, féminisation des corps, c'est-à-dire les mettre d'abord et avant tout comme des corps, je crois que ce combat qu'on mène contre le patriarcat nous oblige aussi à réfléchir comment le patriarcat s'est articulé aussi à d'autres types de domination. Donc c'était pour rejoindre ce que tu disais sur la question du féminin, la féminisation des corps. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, la manière dont les corps, la différenciation sexuelle à partir du XVIIIe siècle a vraiment produit des hommes et des femmes, et la manière dont les corps des femmes ont été altérisés a permis, au fond, d'altériser les corps des personnes dites racisées, comme on appelle maintenant dites racisées, et tous les corps LGBTQIA+, etc. Au fond, on est dans une même logique, hein, et on a quelqu'un comme Preciado qui parle, par exemple, du système hétéro-patriarcal colonial, hein, où il met ensemble. Donc, je trouve ici une dimension très riche, et l'importance au fond. Alors c'est vrai que peut-être féminisme ne parle pas à peut-être certaines. Moi j'avais des étudiants qui préféraient genre plutôt que féminisme, en disant mais en fait il s'agit quand même d'une histoire très longue dans laquelle on s'inscrit, et cette manière d'ouvrir, de comprendre les conflits qui s'y passent, et de voir qu'au fond on est quand même tous et toutes embarqués dans cette histoire de transformation, mais avec cette difficulté de ne pas savoir. On sait ce qu'on veut quitter, mais on ne sait pas toujours exactement ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que cette dépatriarcalisation du monde, voilà, on ne sait pas toujours très bien comment l'imaginer. D'où ce droit de tendance, d'où cette possibilité d'une multiplicité, d'une constellation de féminisme qui nous oblige et qui nous engage tous et toutes, au fond, à imaginer plusieurs projets et à essayer plusieurs projets, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a cette prise de risque, au fond, d'essayer des choses. Cette idée de constellation, donc on l'a vu, permet de penser un féminisme à la fois pluriel et traversé par des lignes de force communes. Et parmi tous ces éléments qui contribuent à sa richesse et à son renouvellement, il y a aussi la notion d'intersectionnalité qui occupe une place très importante dans l'ouvrage. Et donc, j'aurais voulu vous entendre sur ce point, savoir comment cette notion, pour vous, permet d'élargir ou de transformer le projet féministe. Avant toute chose, est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'intersectionnalité ? Vous n'avez pas besoin de Redis la définition, peut-être. Je vous laisse dire la définition vous-même, vous expliquerez sûrement mieux que moi. Vas-y Lise, tu as fait le master genre, tu sais très bien nous donner une définition, ne sois pas timide. Dis-nous. Alors, l'intersectionnalité, c'est cette idée en fait que toutes les discriminations se recroisent. Et notamment quand on parle par exemple du féminisme, un peu comme Camille Froidevaux l'a expliqué, en fait, comme Froidevaux-Matéry l'a expliqué, le fait d'avoir cette position située, et notamment par exemple si on prend l'exemple des femmes noires, elles vont pas subir le sexisme de la même façon que les femmes blanches, mais elles vont pas non plus subir le racisme de la même façon que les hommes noirs, et c'est cette discrimination particulière qui est en fait à l'intersection de plusieurs, qu'on appelle le concept d'intersectionnalité, qui permet de mieux comprendre. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que en réalité, alors, donc ce concept a une histoire. Voilà, il est Kimberly Crenshaw dans les années 80. Mais ce que le livre permet de montrer, c'est qu'en réalité, cette attention des féministes noires pour cette question
refus d'enfermer les luttes féministes dans dans une espèce de tuyau très homogène, blanc et bourgeois, il est originel en réalité. Il y a un très beau texte de Michael Provost qui évoque comment un certain nombre de... Alors, ce n'est pas des autrices, parce que bien souvent, c'est des personnes qui ne sont pas des intellectuels ni des académiques, mais qui, dès la seconde moitié du 19e siècle, aux États-Unis, on a toute une série de féministes africaines-américaines qui vont immédiatement attirer l'attention sur cette chose absolument évidente que dans l'expérience vécue de la domination masculine, la situation des femmes noires, esclavagisées auparavant, etc., n'a tellement rien à voir avec celle des femmes blanches. Les féministes blanches vont d'emblée lutter de leur position de femmes enfermées dans la sphère domestique et soumises à leur père d'abord, à leur mari ensuite, alors que pour les africaines américaines, c'est très différent. Ce sont bien souvent les femmes qui sont les pourvoyeuses, qui gagnent, qui font vivre leur famille. Elles sont bien moins soumises aux hommes que les femmes blanches dans la société de l'époque, et puis celles qui ont suivi aussi. Enfin, il y a cette interpellation originelle dès la seconde moitié du 19e, qu'on retrouve bien évidemment dans les années 70 avec les travaux de Patricia Hill Collins ou bien d'autres. Je cherche le nom de la plus connue, mais évidemment il m'échappe, mais il va me revenir. Et puis dans les années 80-90, le concept d'intersectionnalité qui se forge, mais qui vient simplement mettre un mot sur un phénomène qui a déjà été pensé et proposé et diffusé au sein du féminisme. Et ça, c'est aussi, c'était un souci dans l'ouvrage de montrer, c'est aussi la raison pour laquelle moi, comme bien d'autres, on tient un petit peu à distance la notion de vague féministe, c'est-à-dire cette façon un petit peu trop catégorique de diviser l'histoire du féminisme en séquences historiques délimitées. Alors d'abord, ça a l'inconvénient majeur de produire une espèce de cloisonnement. On a l'impression que la première vague, c'est les droits civils et politiques, la deuxième, c'est les droits reproductifs, la troisième, c'est les droits des personnes LGBTQIA+. Bon, en réalité, ces combats et ces luttes ne sont pas successifs, mais cumulatifs. Et ces mêmes droits civils et politiques qui étaient au cœur des combats du 19e, on les retrouve aujourd'hui, de même que pour les droits reproductifs. Et donc, il y a aussi ce phénomène, je disais à la fois d'élargissement, mais aussi d'accumulation, en fait, des combats féministes. Et donc, ce qu'on observe quand on prête une attention, disons, à l'historicité des luttes et des idées féministes, on s'aperçoit qu'elles sont, j'allais dire, je force un peu le trait, mais elles sont toutes quasi simultanées et quasiment toutes originelles. C'est-à-dire, les questions autour du corps ne datent pas des années 70, même si, évidemment, il fallait commencer par le commencement, à savoir faire des femmes des citoyennes comme les autres, et donc lutter d'abord pour les droits civils et politiques. Mais on trouve, en fait, à chacune des grandes étapes du féminisme, une articulation de pas mal de ces thématiques communes. Oui, encore une fois, tout à fait... Merci, tout à fait d'accord. C'est vrai que je dis souvent, lisez Rosa Luxemburg ou Victorine de Cleyre, qui sont des féministes de fin du 19e, début du 20e. Vous retrouverez des choses qui sont très très proches du mouvement MeToo. C'est assez fou en fait. Donc on voit effectivement que... Alors cette théorisation par vague, elle est pratique pour donner cours, c'est vrai, on l'utilise en tout cas, elle est pratique, mais en même temps elle raconte une histoire à partir des droits. Donc l'obtention des droits. Mais il y a toute une autre histoire qui n'est pas racontée, et cette histoire de la répétition, en fait. Donc en effet, le motif du corps, le motif, toutes les questions reproductives, je reprends Rosa Luxemburg par exemple, ou ces anarchistes de la fin du 19e, début du 20e, au fond, elles sont déjà là, la dénonciation du patriarcat, des violences, tout ça est déjà là, mais sans doute, cette histoire par vague, elle écrase un peu, au fond, cette régularité des questions, qui fait, au fond, l'urgence aussi de se dire, mais comment ça se fait qu'on ne les a toujours pas traitées ? Et c'est vrai que cette théorisation par vague, elle est pratique, et en même temps, on a quand même tendance à penser qu'on est dans la quatrième vague, ou peut-être qu'on est même déjà dans le backlash de la quatrième vague, c'est-à-dire avec les mouvements conservateurs qui nous tombent sur le nez. On voit bien qu'en fait, on est un peu dans le retrait de la vague, si je joue avec la métaphore de la vague.
Et je ne sais plus ce que je voulais dire en disant ça. Oui, qu'au fond, oui, voilà, je sais. Qu'au fond, cette quatrième vague dans laquelle on est a beaucoup réinsisté sur les questions de violence, en fait, du violence patriarcale. Et il y a eu toutes ces discussions autour du consentement, autour des violences. Il y a eu le procès Pellico aussi, qui a peut-être été une espèce d'acmé en termes de réflexion, théorisation sur qu'est-ce que c'est la violence patriarcale, dont on se dit, tiens, c'est nouveau, alors qu'en fait, tout est déjà là depuis très longtemps. Et cette histoire par les droits, elle nous a été évidemment très utile, mais on voit qu'on pourrait avoir un autre narratif, au fond, que simplement par les droits. Parce qu'en fait, ici, on voit que le droit résiste. Le droit résiste très très fort à ces... En fait, on n'arrive pas, en fait, à faire des lois contre le patriarcat. Parce qu'en fait, c'est pas par les lois qu'on va y arriver. Enfin, on peut voter des lois, mais ici, on voit qu'on atteint une espèce de limite et sur lequel on bute. Et donc, en effet, un autre narratif aussi pour raconter cette histoire du féminisme est intéressante. Et la perspective intersectionnelle, sans doute qu'on n'avait certainement pas suffisamment prise en faisant cette histoire par les vagues, qui était une histoire par les droits. Voilà, elle mérite alors de nous permettre de raconter de nouveau cette histoire qui est importante, parce qu'au fond, elle n'est jamais suffisamment transmise dans les jeunes générations, mais même entre nous, au fond. Il y a toutes des choses qu'on ne sait pas. Et donc voilà, par exemple ici le master genre, il est arrivé en 2017, je crois qu'on était le dernier pays européen. Je veux dire, c'est quand même la honte en fait. Alors il y a beaucoup de succès, finalement il y a plein de gens qui viennent et c'est super, mais quand même rétrospectivement, je me dis qu'est-ce qu'on n'a pas attendu d'avoir ce master, Claire, et qu'est-ce qu'on s'est battu pour l'avoir aussi, franchement. Et tout n'est pas encore gagné d'ailleurs, mais bon, on ne va pas ouvrir le débat. Oui, et ce que tu dis me fait penser à quelque chose qu'on ne repère pas suffisamment à mon sens, mais tout le monde s'est un petit peu... MeToo a fait l'objet d'une espèce d'analyse et puis une espèce de consensus en disant, voilà, il y a eu tout d'un coup ce surgissement de MeToo et une espèce de sidération. Bon, d'abord, MeToo ne vient pas comme ça, il ne surgit pas de nulle part, il surgit de quelques années précédentes, à partir du début des années 2010. Bon, mais surtout, je crois que ce qui explique l'effet un peu de surprise, de choc et de sidération dans lequel on est encore. C'est-à-dire il y a encore des personnes pour s'étonner quasiment chaque jour des révélations qui sont dans le sillage de cette dynamique. Mais en fait, MeToo est venu révéler au grand jour très exactement ce que tu disais, à savoir qu'en dépit de cycles successifs de revendications et de conquêtes de droits, parce qu'il y a eu des conquêtes, il y a quelque chose qui était demeuré absolument intangible et comme impossible à atteindre, qui est le socle, c'est-à-dire la considération du corps des femmes comme un bien à disposition. Et MeToo révèle en fait ce scandale, il n'y a pas de mots plus forts, ce véritable scandale que nous, femmes occidentales, en dépit de tout ce que nous avons pu conquérir, en dépit de la féminisation massive de la sphère du travail, du monde politique, etc., nous étions et nous sommes demeurés en fait des corps sexuels disponibles. Voilà. Et ça, c'est en fait, je pense, un tournant dont il faut espérer qu'il ne va pas être aussi vite recouvert que les précédents, mais c'est-à-dire cette révélation de ce qui constitue le socle de tout le système, c'est-à-dire l'objectivation, la réduction des femmes à un corps-objet considéré comme étant à disposition et leur infériorisation, et de la même façon la réduction des personnes féminisées, je pense à toutes les personnes LGBTQIA+, mais aussi aux enfants, parce qu'il y a eu MeToo inceste, MeToo, et tout ça se tient, tout ça est très cohérent, c'est-à-dire la façon dont le système patriarcal mobilise comme levier principal en fait l'appropriation, l'exploitation de ces corps considérés comme disponibles, ce qui permet en fait de maintenir derrière la façade d'une relative égalisation des conditions sociales en fait la réalité très 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 violente en fait d'une oppression qui perdure, y compris dans des contextes aussi soi-disant émancipé et évolué que le nôtre. Et donc, tout le livre le dit, les théories féministes ne sont pas seulement des objets d'histoire, elles continuent aujourd'hui d'être travaillées, déplacées, réinventées. C'est pour ça qu'on a appelé la rencontre aussi théorie féministe en mouvement, et notamment réinventées dans vos recherches respectives. C'est pourquoi on va parler un peu maintenant de vos travaux à toutes les deux, dont on peut découvrir un aperçu en fait dans ce livre. Nathalie Grandjean, vous avez contribué à l'ouvrage avec un article intitulé « Quitter l'humanisme ».
Et vous travaillez plus largement donc sur l'écoféminisme et le post-humanisme. Ces notions peuvent sembler complexes. Comment les définiriez-vous simplement pour des personnes qui ne les connaîtraient pas du tout, et en quoi rejoignent-elles les préoccupations féministes ? Merci. L'écoféminisme, alors on a tendance à vite voir ce que c'est. C'est un peu, au fond, on met ensemble écologie et féminisme, et c'est cette idée que Françoise d'Aubonne amène dans les début des années 70, qu'au fond, le rapport de l'homme à la nature est le même que le rapport de l'homme à la femme, c'est-à-dire un rapport d'exploitation, d'appropriation, exactement, comme on vient de le dire. Donc un rapport patriarcal, même si, voilà, elle ne le dit pas exactement comme ça, mais donc il y a cette lucidité, Françoise d'Aubonne, au fond, de comprendre début des années 70, mais qui est aussi un moment où toute la réflexion, on dirait, en écologie, l'écologie politique, l'écologie radicale, arrive aussi à ce moment-là, de voir au fond cette congruence, et c'est elle qui est vraiment la maman, si vous me permettez la métaphore, en tout cas, la personne qui... alors, je vais juste faire une petite digression, parce que alors je dis la maman, et en même temps, je ne sais pas si Françoise d'Aubonne trouverait ça bien, et en même temps, je me dis qu'elle va trouver ça bien. Pourquoi ? Parce que... je vous raconte l'histoire. Donc, dans les Cahiers du Griffe, donc, c'est la première revue féministe francophone, c'est dans les années 70 à Bruxelles, notamment, puis après, il y aura une pause, et puis ils seront aussi à Paris et à Bruxelles. Elle écrit un petit article, Françoise d'Aubonne, où elle va expliquer c'est quoi l'écoféminisme, et avant d'appeler à une espèce de révolution écoféministe, elle parle de sa mère. Alors c'est assez marrant. Donc c'est un article un peu surréaliste comme ça, parce qu'au fond, elle commence par parler de sa mère en disant ma mère ne m'a pas voulu parce qu'en fait ma mère elle voulait pas d'enfant, et donc elle voulait juste se marier. Elle était très amoureuse de mon père, mais elle n'a pas eu trop le choix au fond que d'avoir des enfants puisqu'elle était mariée. Eh bien, donc elle s'est pas trop occupée de moi au fond. Ça l'intéressait pas trop que je sois là, mais c'est pas grave, j'aime quand même. J'aime beaucoup ma mère parce qu'au fond, elle m'a foutu la paix. Elle n'a pas été une mère pieuvre. Donc, je vous fais le résumé, tout cet article, etc. Et d'ailleurs, avec ça, je propose une révolution écoféministe parce que les femmes doivent avoir contrôle de leur propre corps, comme aussi la terre doit avoir contrôle, au fond, de la manière dont elle produit voilà, les céréales, etc. Et donc, elle appelle à une espèce de grève des ventres, tout en faisant tout un chemin de comparaison avec la question de la terre et les questions écologistes. Voilà, alors c'est pour ça que dire que Françoise d'Aubonne est la mère du mot écoféminisme me plaît bien, puisqu'au fond, dans sa réflexion même, il y a cette idée d'un rapport à la maternité. Ça, c'est la petite digression, si vous voulez. Donc l'écoféminisme, c'est une constellation aussi, sans doute encore plus que les autres féminismes, dans le sens où, parmi les écoféministes, il n'y a sans doute pas du tout de mouvement très structuré, comme on peut l'avoir dans des mouvements féministes, matérialisme, féministe radical. Donc c'est, au fond, voilà, des constellations, des autrices qui sont parfois même de plus en plus, d'ailleurs plus souvent, des théoriciennes, mais aussi des femmes en lutte, des femmes qui défendent un territoire, des femmes qui vont, par exemple, se mettre comme la Greenhand Common. Elles vont faire ce qu'on appellerait maintenant des ZAD, donc elles vont occuper un territoire pour que les ogives nucléaires, par exemple, ça c'était un projet en Angleterre, ne soient pas, ce projet d'ogives nucléaires, voilà, soit caduque, si vous voulez. Starhawk, aux États-Unis, elle fait des spiral dance, donc des grandes danses ou des rituels, au fond, de désenvoûtement face à un projet de centrale nucléaire. Donc elles ont vraiment des pratiques très différentes. Elles ont aussi des perspectives très différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus matérialistes, comme Vandana Shiva, qu'on connaît bien en général avec Ariel Saleh, Mariamis. On a d'autres qui sont plus spiritualistes, et qui revendiquent quelque chose qui, sans doute, pour nous, Européens sécularisés, paraît très étrange, c'est-à-dire revendiquer le spirituel, l'esprit, au fond, les déesses mères, tout le culte Wicca, avec cette idée qu'au fond, tout ça aussi a été dénigré, dévalorisé par le capitalisme, par le patriarcat, c'est des savoirs de bonnes femmes, c'est de la fausse magie, etc. Elles vont se réemparer de ça. Donc, c'est une constellation très riche, et parfois, d'un côté à l'autre, il y a des choses qui sont même parfois contradictoires. On les accuse aussi d'être souvent essentialistes, parfois certaines, avec les histoires de féminin sacré, des choses comme ça, qui c'est vrai que pour certaines féministes peuvent un peu hérisser le poil. Le féminin sacré, on est là un peu au secours, qu'est-ce que c'est que ce féminin sacré ? Mais pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Donc il y a quelque chose dans les écoféminismes qui est sans doute encore plus constellé que dans les féminismes de manière générale, mais il y a cette attention, au fond, et ça va me faire venir au post-humanisme, comme ça je ne vais pas non plus prendre trop la parole, mais le post-humanisme, ce n'est pas l'idée des post-humains, les robots, l'IA, etc., mais c'est l'idée qu'au fond, on a peut-être été trop humain dans le sens où on a placé l'humain trop dans une exceptionnalité, c'est-à-dire on l'a mis au-dessus des autres vivants. Et les écoféministes, en tout cas une partie d'entre elles, proposent au fond de sortir de cet exceptionnalisme humain et de faire en sorte que les autres vivants soient de la même
vivent dans la même catégorie, c'est-à-dire la même dignité que nous, puissent au fond être entendus, habiter au fond avec ces non-humains ou les plus qu'humains, qu'on dit aussi, est une manière de signifier le post-humanisme, qui est très différent du transhumanisme. Et vous voyez tous ces grands délires mégalos à la Elon Musk, on veut cryogéniser son cerveau pour le garder pour toujours. On n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans un mouvement aussi de politisation, mais dans parfois des petites choses très minoritaires de rapport à la Terre, rapport aux non-humains, qui m'a semblé, qui me passionne complètement, et qui réinstruisent aussi un autre rapport à la binarité du monde, c'est-à-dire la binarité nature-culture, et toutes les binarités féminin-masculin aussi, qui sont conséquentes à cette manière très ancienne d'avoir divisé les choses, mais surtout de les avoir hiérarchisées, parce que au fond, le problème n'est pas simplement qu'il y aurait une binarité, le problème surtout, c'est qu'il y a une asymétrie dans la binarité, qui fait qu'alors il y a des êtres altérisés et d'autres qui sont supérieurs, et c'est ça, au fond, en tout cas moi, qui me pose le plus de problèmes, si vous voulez. Voilà, je ne sais plus très bien tout ce que j'ai raconté d'autre dans cet article, qui était, Mais en tout cas, merci Camille de m'avoir fait une place dans ton livre. Et de votre côté, Camille Froidevaux-Métairie, vous vous inscrivez dans le courant de la phénoménologie féministe, donc une branche de la philosophie qui peut sembler assez abstraite pour les personnes qui ne connaissent pas trop la philo. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi simplement en quoi consiste cette approche, et notamment en quoi le fait de placer, comme on l'a déjà dit, le corps, l'expérience vécue et incarnée au cœur de la réflexion permet de renouveler la pensée féministe, et notamment dans cette idée que l'intime est un enjeu politique? Oui, je voudrais juste commencer par revenir sur l'apport de Nathalie au collectif et évoquer la 4e partie de l'ouvrage qui s'appelle « Réinventer le monde ». Parce que c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire à chaque fois que je parle de l'ouvrage. Il y a 4 grandes parties et chacune, la 4e est la plus importante en termes de nombre de textes et de propositions, et elle est particulièrement cruciale parce que, on le disait tout à l'heure, le projet féministe, c'est de renverser l'ordre patriarcal du monde, mais comme le disait Nathalie aussi, c'est le renverser, mais pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'on propose ? Or, il se trouve qu'il y a aujourd'hui, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais un spectre de propositions très diverses et qui ont en commun, alors c'est pas le cas pour toutes, mais quand même, d'être portées, pour faire très court, par les personnes LGBTQIA+. Et donc dans la 4e partie, on part de ces théories du genre, mais aussi queer et puis trans, et puis voilà, et on tire le fil aussi jusqu'à des propositions qui examinent le lien entre neurodiversité et féminisme, entre antispécisme et féminisme, entre post-humanisme et féminisme, autant d'ouverture en fait vers des nouveaux mondes, des nouvelles façons de penser les relations entre les personnes et entre le monde humain et le non humain et le vivant. Et j'insiste là-dessus parce qu'en réalité, le féminisme, ce n'est pas que de la dénonciation, ce n'est pas que une forme de critique et de rejet, mais c'est aussi une alternative crédible en fait au monde patriarcal, et ce qui me permet de faire le lien avec mon propre travail, je voudrais dire quelques mots de mon dernier livre qui s'appelle Un si gros ventre, expérience vécue du corps en sein, qui est un travail de théorisation, mais je pratique une philosophie féministe qui est aussi pratique et qui est surtout expérientielle, et donc je mène des enquêtes où je vais rencontrer et interroger des personnes qui sont concernées par le sujet que j'explore, parce que pour moi ça fait pas beaucoup de sens de travailler, d'analyser, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que d'avoir des seins quand on est une femme, ou qu'est-ce que c'est que de porter un enfant ou de vouloir en porter un, si on ne recueille pas en fait ces fameux récits de soi que j'évoquais tout à l'heure, ces voix de femmes que je fais résonner les unes avec les autres, avec la mienne propre aussi. C'est cette méthode, j'appelle ça l'enquête phénoménologique, parce que dans le monde académique, on aime bien mettre des petites étiquettes, des petits labels, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est absolument pas sociologiquement correct, ni philosophiquement correct, mais c'est une forme d'expérimentation, d'un travail de philosophie de terrain que je renouvelle un peu à chaque fois, et voilà, dont la méthodologie est, disons, relativement fluctuante, mais ce qui importe, c'est plus que la démarche, c'est en fait ce que ça produit en termes de réflexivité. Et donc, en partant en effet
d'un courant de pensée, celui de la phénoménologie féministe, dont Simone de Beauvoir est l'initiatrice. Quand elle écrit Le deuxième sexe, en fait, tout son projet, c'est de faire la démonstration à son grand ami Maurice Merleau-Ponty que cette proposition des phénoménologues, donc c'est ce courant de la philosophie de la première moitié du XXe siècle, qui vient rompre avec des siècles de dualisme corps-esprit et qui vient poser là cette chose qui me semble évidente, que nos existences en tant que subjectivité, en tant que sujet, sont indissociables de nos existences en tant que corporéité, en tant que corps. Et que donc, c'est non seulement cette idée que nous sommes des corps sujets, mais plus encore, cette idée très forte que toute pensée est nécessairement incarnée. C'est-à-dire que justement, ce fameux idéal du philosophe flottant dans le ciel des idées, c'est tout l'inverse de ce qu'est la pensée dans le fait même, enfin dans sa matérialité. En fait, voilà, il y a cette proposition de ce que les idées, en fait, ne sont pas des abstractions, mais qu'elles surgissent en fait d'une démarche qui est toujours nécessairement incarnée et située. On retourne toujours dans un temps et dans une société donnée. Et donc, dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, s'adressant à Merleau-Ponty, mais aussi à Sartre, dévoile en fait cette chose totalement occultée que si nous sommes nos corps, et si nous sommes nos corps sujets, comme l'avance Merleau-Ponty, et donc si nous sommes ces corps sujets destinés à se projeter dans le monde, dans notre capacité de création et de liberté, il se trouve qu'il y a une fraction non négligeable de l'humanité, pas loin de la moitié, voire un peu plus, qui se trouve d'emblée privée de cette destinée de liberté, qui est pour ces philosophes existentialistes et phénoménologues le propre de la condition humaine. Et cette moitié de l'humanité, ce sont les femmes qui, à partir de la puberté et de ce moment de sexualisation, se trouvent brutalement, en fait, empêchées de devenir ces corps sujets, puisqu'en fait, elles se trouvent immédiatement assignées à leurs corps objets. Et donc, tout le deuxième sexe, c'est comment Beauvoir déroule le fil de la vie des femmes, de l'enfance des petites filles jusqu'au grand âge, et pour montrer comment, à chacun des âges de la vie, la société patriarcale enclenche des mécanismes qui vont d'abord apprendre aux filles à devenir ce qu'elles doivent être dans une société patriarcale, donc des épouses et des mères dévouées, puis ensuite, âge après âge, voilà, les maintenir dans cette oppression et dans cette objectivation et cette aliénation au sens propre du terme, c'est-à-dire les femmes sont rendues étrangères à elles-mêmes en tant que sujet. Et puis, elle ne fait pas que ça, Beauvoir, elle annonce aussi, mais de façon un peu plus marginale, et c'est un aspect de sa pensée qui a de fait pas été totalement déployé, que ces mêmes lieux très incarnés où s'exerce de façon privilégiée la domination patriarcale, l'apparence, la sexualité, la maternité, etc., doivent devenir des lieux d'émancipation, des endroits de la vie des femmes où celles-ci peuvent se réapproprier ces dimensions pour les éprouver, en les extirpant en fait d'une sorte de carcan patriarcal, et pour éprouver ces mêmes conditions sexuelles, maternelles, esthétiques, que sais-je encore, mais voilà, au prisme de la liberté et de l'égalité, etc. Mais elle ne fait que l'annoncer, et en fait on doit donc à Iris Marion Young, que j'évoquais tout à l'heure, qui je vous le souhaite vraiment à tous. C'est-à-dire que quand j'ai découvert cette autrice, vous savez, ce moment où on ouvre un livre, on le lit, et puis page après page, on a l'impression que le livre il a été écrit pour soi, et que on a l'impression de rencontrer une personne qui s'adresse à soi et qui vous dit les choses que vous aviez envie d'entendre depuis toujours. Bon, voilà. Iris Marion Young, pour moi, c'est ça qui s'est passé. C'est une philosophe à la fois féministe, mais aussi sociale et politique, états-unienne, qui a malheureusement disparu trop tôt. En 2006, elle avait une cinquantaine d'années de maladie. Et elle a notamment écrit un recueil de textes qui s'appelle On Female Body Experience, de l'expérience corporelle féminine. Donc elle part de la lecture de Beauvoir et elle l'augmente, ce fameux processus cumulatif de la pensée féministe, elle augmente la pensée beauvoirienne de tous les apports des études de genre, et elle construit un système de pensée consistant à revenir
vraiment aux dimensions très incarnées. Donc elle a un texte sur les règles, un texte sur les seins, un texte sur le fait le rapport des femmes aux vêtements. Et à chaque fois, c'est absolument... Enfin voilà, moi ça m'a vraiment ébloui. À chaque fois, elle revisite, elle remobilise toutes ces questions qui, pendant des siècles, ont été synonymes pour les femmes d'assignation justement à un corps-objet, et elle montre comment ces mêmes dimensions de nos vies peuvent être vraiment des lieux d'émancipation. Par exemple, le texte sur les règles est extraordinaire, il s'appelle Méditation menstruelle, et elle propose de réfléchir les règles comme un moment dans la vie des femmes où celles-ci se trouvent enjointes, mais de façon, j'allais dire, non contraignante, par leur propre corps, à juste s'arrêter, voire à se retirer du monde, pour se trouver dans ce moment de méditation autour de ce corps en travail. Et il y a quelque chose je trouve, cette pensée, cette proposition assez dingue. Et puis pareil, dans son texte sur les seins, elle a cette formule qui a été très importante pour moi, puisque j'ai consacré aussi un ouvrage au sein des femmes, où elle pense les seins comme des visages. Elle se fonde sur l'étude d'une communauté de femmes lesbiennes en Californie dans les années 70, où ces femmes vivaient en non-mixité. Donc on est en Californie, il fait beau, il fait chaud, donc elles vivaient torse nu. Et dit-elle, dans cette communauté, finalement, la façon dont les femmes se reconnaissaient ou même communiquaient entre elles, c'était évidemment avec leur visage, leur voix, mais aussi avec leurs seins, qui étaient, dit-elle, comme des visages aussi changeants que des visages, en fonction de la température, en fonction de l'humeur, en fonction du moment du cycle, en fonction de l'âge de la vie, l'immense variabilité des seins. Enfin, cette idée, en fait, finalement, qui a été pour moi très importante, même centrale, c'est-à-dire que la corporalité féminine, dans une définition féministe, c'est l'endroit d'une vie en perpétuel mouvement, fluidité, transformation, adaptabilité, c'est-à-dire, en deux mots, l'inverse du modèle patriarcal du corps, modèle construit dans un idéal masculin, si ce n'est viril, c'est-à-dire le corps, dans nos sociétés néolibérales, capitalisto-patriarcales, c'est un corps puissant, excellent, constant et perfectible, et si possible parfait, c'est-à-dire à peu près le contraire de ce que nous éprouvons toutes et tous dans nos existences incarnées. Au moment de la pandémie, en 2020, j'ai vraiment cru, j'ai même écrit un texte totalement naïf là-dessus, j'ai vraiment cru que nous avions cette chance de pouvoir reconsidérer notre condition corporelle, justement, au prisme de ce que je viens de dire, en termes de variabilité, en termes de vulnérabilité, au sens très fin que lui donne la philosophe Marie Garot, de la vulnérabilité comme exposition, être exposé, mais non pas comme faiblesse. Et ce qu'elle montre, Marie Garot, dans son travail, c'est que en tant qu'humain, et j'allais dire même en tant que juste que vivant, la vulnérabilité est notre condition. C'est-à-dire que nos vies sont sans cesse soumises à des aléas corporels qui nous exposent à des risques, à des atteintes, mais aussi à des joies et à des plaisirs. Enfin, cette idée, une fois encore, de variabilité, de mouvement, de changement, etc. Et donc c'est dans cette perspective que j'essaie de travailler, de réfléchir à ce que c'est que d'être son corps, et l'auxiliaire être est très, très important. Nous n'avons pas nos corps, nous sommes nos corps. Et donc je me suis autorisée à reproduire la démarche beauvoirienne de dérouler le fil de la vie des femmes, ce que j'ai fait dans Un corps à soi, en revisitant tous les âges de la vie, mais aujourd'hui, parce qu'évidemment les choses ne sont pas... 70 ans après Beauvoir, il s'est passé pas mal de choses. Voilà, et donc après les seins et la grossesse, là je travaille actuellement sur le thème du vieillissement des corps. Et du coup, ma dernière question avant de passer la parole au public. Donc aujourd'hui, on l'a déjà parlé un peu de backlash, donc c'est la remise en cause de certains droits acquis de haute lutte par les femmes et les minorités de genre, en lien avec la montée de l'extrême droite de par le monde. Parallèlement, les discours masculinistes sont omniprésents et rendent les acquis féministes plus fragiles que jamais. Comment vous analysez ce contexte
Et face à ce contexte, justement, quels vous semblent être les grands chantiers, les grandes lignes de force des luttes féministes dans les années à venir pour continuer de penser un féminisme qui reste en mouvement et qui est aux prises en fait, avec les enjeux contemporains? Je vais me permettre de prendre... parce qu'il y a quelque chose que je voudrais tout de suite dire. Je l'ai évoqué en passant tout à l'heure et c'est vraiment important. Alors, oui, ça n'échappe à personne que nous vivons à un moment assez réfrigérant où l'on voit bien à quel point toute une série d'initiatives... il y a une contre-offensive généralisée, réactionnaire, néofasciste, conservatrice, au sein même de nos démocraties, c'est ça le fait marquant, qui évidemment nous confronte. Ce que j'explique dans l'introduction, c'est que quand le projet a été lancé il y a 4 ans, j'étais vraiment dans une forme d'enthousiasme et de même une certaine forme de sérénité, où il s'agissait d'ajouter une petite pierre livresque à ce que les féministes étaient en train d'essayer de faire de façon assez enthousiasmante. Et au moment d'écrire l'introduction, 3 ans plus tard, mon état d'esprit était complètement différent. Juin 2022 était passé. Juin 2022, c'est l'arrêt de la Cour suprême états-unienne qui renverse en fait la garantie fédérale du droit à l'avortement. Il y a la Cour suprême britannique qui renverse les droits des personnes trans en 2025. Ce que nous connaissons en France avec cette succession d'affaires de violences sexuelles qui suscitent une immense effervescence, un immense émoi. Vous évoquiez l'affaire Pellicot tout à l'heure. Mais donc évidemment, pendant quelques semaines, quelques mois, on a l'impression d'une grande mobilisation, mais qui n'est finalement que médiatique. Et une fois le jugement rendu, tout se dégonfle comme un gros soufflet, sans traduction politique, sans loi, sans financement, sans rien de concret pour changer quoi que ce soit. Et donc ça, c'est le moment où nous sommes. Et ce que je voulais dire tout de suite, c'est que, évidemment, c'est pas nouveau. Et c'est assez frappant d'observer comment, dans l'histoire, chacune des grandes phases de revendication et de conquête a été suivie systématiquement, non seulement de ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire une espèce de coup d'arrêt, de silenciation, etc., mais qui à chaque fois aussi a pris la forme d'un projet politique réactionnaire ou fasciste. Alors c'est très simple, c'est les années 30, je n'ai pas besoin de vous rappeler vos cours d'histoire, les années 30 qui viennent donc mettre un coup d'arrêt à la séquence de la conquête des droits civils et politiques, donc avec le développement des fascismes en Europe. Et puis c'est à partir des années 80 un autre projet moins évidemment fasciste, mais tout aussi ravageur, qui est le grand projet de la mondialisation néolibérale, qui se déploie donc à partir du début des années 80 en Grande-Bretagne, aux États-Unis, Thatcher, Reagan, etc., qui vient mettre un coup d'arrêt donc à la séquence des droits reproductifs des années 70, et ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette contre-offensive réactionnaire généralisée. Si on s'en tient à ce qui s'est passé dans l'histoire, il faut voir les choses comme elles se sont passées, ça signifie à chaque fois 3, voire 4 décennies où il n'y a plus de féminisme, dans le sens où il n'y a plus de mobilisation. Alors il reste de la pensée féministe, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est des séquences qui sont curieusement caractérisées par une grande... Par exemple, les années 80-90, c'est l'intersectionnalité, la notion de genre, la notion de queer, il y a une sorte de... Comme s'il n'y avait plus que ce lieu-là de la pensée où les féministes pouvaient continuer d'occuper, mais sur le terrain des luttes, sur le terrain des revendications et sur le terrain des conquêtes, tout se fige. Et ça dure pendant 3-4 décennies. Donc là, on en est exactement à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est en capacité de résister? Je termine l'introduction en disant que pour moi, cet ouvrage, même aussi par sa masse, son volume, c'est comme un gros pavé que j'aurais envie de jeter dans la mare réactionnaire, mais pour autant, est-ce qu'il est gros? Mais bon, en fait, il n'est pas si gros que ça, c'est jamais qu'un livre. Est-ce qu'il sera suffisant? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose dont il faut bien prendre la mesure, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on nous annonce, là, c'est vraiment une phase où il va falloir résister tant qu'on pourra, et puis ensuite... sans doute se replier sur le domaine de la pensée. Alors, tant mieux pour les personnes qui pensent, mais pour toutes les personnes qui souffrent et qui sont opprimées, ça va. C'est pas tant mieux du tout, quoi. Oui, l'avenir. Oui, on rentre quand même dans une période d'obscurité, d'obscurantisme, d'obscurité. Moi, une des choses, entièrement d'accord avec toi, à nouveau, je me dis de quoi a-t-on besoin pour survivre? Moi, je pense d'abord garder la mémoire.
Donc voilà, ici on rentre probablement dans peut-être un long tunnel en fait, où on ne sait pas très bien où ça va arriver, mais en tout cas on doit résister. Une des choses, c'est garder la mémoire de toutes les luttes qu'on mène. Parce qu'une fois qu'on retrouvera la lumière, je fais un peu des métaphores un peu faciles, mais en fait c'est toujours important de se sentir relié à celles et ceux qui nous ont précédés. C'est vraiment cette question de la reliance. Donc garder la mémoire, garder les archives, garder tout ce qu'on peut pour pouvoir se sentir aussi accompagné quand plus tard d'autres, je sais pas, voudront prendre leur lait. Enfin, c'est super important aussi. Et donc ça va avec l'idée de la transmission. Ne pas briser le fil, quoi. Ne pas que le fil se brise entre ces générations et pouvoir se dire mais notre histoire elle est très longue en fait. On a déjà résisté plusieurs fois. On a déjà réinscrit à l'agenda politique toute une série de choses qui avaient déjà été discutées, dont on pensait que c'était fait, mais en fait c'était pas fait. C'est pas grave, on reprend le fil. Et le fil, c'est comme une grosse pelote et on la tient bien au chaud. Donc transmission, mémoire, transmission. Évidemment la question des droits, elle est importante, mais elle suffira pas, hein, d'accord. Donc bétonner des droits. Voilà, ici en Belgique, le droit à l'avortement est encore partiellement dépénalisé. On a une histoire avec l'avortement qui est une histoire différente de la France, hein, puisque seulement en 1990 que le droit à l'avortement était, donc c'est 90, donc avec une histoire tout à fait rocambolesque, tout à fait rocambolesque, où le roi, étant très, très catholique, ne voulait pas contresigner la loi, donc il a fallu le mettre au frigo une journée pour pouvoir ensuite faire signer cette loi. C'était tout à fait surréaliste. Donc c'est une histoire, et en même temps, très vite, le mariage pour les personnes de même sexe, en 2003, arrive en Belgique. Donc on a des actualités qui sont différentes, mais donc garder la mémoire de tout ça, garder aussi les traces des discussions qui ont eu lieu, et pouvoir se dire quels sont les prochains objectifs en termes de droit et comment, au fond, protéger au mieux. Alors, il y a effectivement des choses qui ne vont pas être solvables dans le droit, comme on a dit. Hein. Comment résoudre la violence patriarcale dans le droit. Il y a évidemment des instruments, mais ça ne suffira pas. Donc voilà, résistons, tenons-nous au chaud et gardons surtout la bonne mémoire de tout ce qu'on a déjà fait, en fait. Et qu'on peut... Parce que si... Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis, d'autres l'ont fait avant nous. Pourquoi pas nous? Et pourquoi pas celles et ceux qui nous suivent, en fait? Gardons le fil bien au chaud. Et donc voilà, les ouvrages comme ça sont une manière, en fait, de faire une très belle mémoire. Et j'aime bien ta métaphore de la lumière, et elle m'a fait penser à l'ouvrage que vient de faire paraître un des contributeurs du collectif, Pierre Niedergang, qui a écrit le texte sur Preciado, et qui vient de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « Lueur queer », et qui est une super belle proposition de se ressaisir de toutes les grandes idées, tous les grands concepts des Lumières, mais en les transformant en lueur. Il y a son introduction est très belle, où il montre que c'est pas tout à fait la même chose, une lueur. Il évoque aussi, prend l'image des lucioles, c'est-à-dire c'est plein de petites lumières, mais qui éclairent pas très fort, mais qui, quand elles sont toutes réunies, produisent quand même une assez grande lueur. Et donc oui, il y a quelque chose à tenir de la mémoire, et puis essayer de garder cette lueur commune, parce que finalement, pour répondre à votre question du début, et puis voilà, ça boucle la boucle, la constellation que j'évoque pour évoquer la grande pluralité des idées des autrices et des courants féministes, je dis que c'est des astres à la composition très diverse, mais quand on les regarde de très loin, finalement, ce qu'ils produisent tous ensemble, c'est une immense lueur commune, et donc c'est peut-être cette lueur qu'il faut garder comme un symbole d'espoir. Et sur ces très belles paroles de conclusion, je vais encore une fois remercier nos intervenantes pour leur venue et pour ces échanges passionnants, et évidemment pour ce livre, comme j'ai dit, qui est un outil d'utilité publique. Maintenant, on va laisser la parole au public. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions. Je sais que c'est toujours difficile de se lancer au début. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose? Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour les deux intervenantes et Élise, c'était extrêmement intéressant. Vous parliez des conditions actuelles et de la société dans laquelle on s'inscrit. Vous avez parlé de résistance, donc résister aujourd'hui, ça me semble tout à fait essentiel. Mais comment pouvons-nous et quelles seraient les propositions à faire? Donc résister,
c'est bien, mais est-ce qu'il y a des alternatives dans l'action et dans le mouvement qu'on pourrait porter, nous, les femmes et les alliés qui sont avec nous? Merci. C'est toujours une question qu'on pose aux philosophes et on a toujours, en tout cas moi, je me dis, ok, c'est la colle, quoi. Parce que nous, on est fortes pour penser, donc et souvent, moi, dans les questions de militance, je rejoins les autres militantes. Je ne suis pas forcément... donc, je vais laisser Camille répondre, mais... pour voir, peut-être qu'elle a plus d'idées que moi. Mais oui, c'est une très bonne question, mais très honnêtement, en tant que théoricienne, on n'est peut-être pas forcément les meilleurs, enfin, en tout cas pas moi. Je sais pas. Non, pas tellement plus non plus, mais du coup, je me raccroche à ce que font les militantes sur le terrain. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, ça fait plusieurs années qu'en France, on porte le projet de ce qu'on a appelé une loi intégrale. C'est-à-dire de penser le féminisme non pas comme une accumulation de petites revendications ponctuelles, donc voilà, je sais pas, remédier aux différences salariales dans le monde de l'entreprise d'un côté, lutter contre le sexisme à l'école de l'autre, accompagner les femmes victimes de violences dans un troisième. Bon, et en fait, l'idée d'une loi intégrale, ça rejoint un peu ce que je dis à propos du féminisme comme grande doctrine, c'est-à-dire de penser vraiment nos propositions comme des propositions qui affectent d'une certaine façon ou qui concernent l'entièreté des domaines de nos existences sociales. Et donc c'est en France, c'est une espèce ça s'appelle la Fondation des femmes qui porte ce projet de loi intégrale. Et c'est comme une immense liste de propositions qui font système et qui sont à chaque fois assez spécifiques, mais qui forment ensemble un espèce de grand programme qui serait comme une grande proposition pour tout transformer. Et puis ce que j'ai envie d'ajouter, tu évoquais la difficulté avec laquelle vous avez créé ce master genre ici en Belgique en disant bon, on est les derniers, mais tu sais en France, enfin c'est malheureusement pas tellement mieux. Il y a à tout casser une quinzaine de master genre sur tout le territoire. Il n'y a pas de cursus d'études de genre. Enfin, il y en a un à Paris 8, mais il est tout petit et puis il est en pleine... enfin voilà, il est en train de disparaître quasiment. En fait, il n'y a pas d'espace dans le monde académique pour justement, et c'est fou parce que y a la philosophie politique, comme on parlait des pensées critiques, par exemple, l'école de Francfort, etc. C'est en Europe, il y a des laboratoires, des universités entières qui sont consacrées à ces réflexions de philosophie politique. C'est pas du tout le cas pour la philosophie féministe, et ça c'est vraiment un problème. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'évoquer un projet commun auquel Nathalie et moi travaillons avec d'autres. Enfin, c'est pas un projet, c'est ça y est, nous avons créé l'année dernière la première société francophone de philosophie féministe. Et nous sommes en train d'organiser son deuxième congrès qui aura lieu en novembre à Paris. Il faudra que tu fasses, tu l'as peut-être déjà fait, circuler l'appel à communication. On a fait cette initiative parce qu'on en avait assez justement de ne pas avoir d'espace institutionnel, ni académique, ni même politique pour pouvoir d'abord discuter ensemble. Voilà. Et quand j'ai lancé le projet de théorie féministe, je vous disais tout à l'heure qu'on est passé de 50 à 130 entrées, puis qu'on aurait... Et en fait, j'ai pris la mesure de la vitalité en fait de la jeune recherche féministe, et donc voilà, on essaye c'est ça aussi une autre proposition, moins directement politique, mais quand même d'arriver à créer des espaces. On les crée nous-mêmes, on les fait exister, et puis on organise des événements, et puis on fait en sorte de se retrouver, et puis tu disais garder la mémoire, mais aussi garder aussi la présence. Voilà, être en présence les unes des autres. On se faisait la réflexion l'autre jour parce qu'en ce moment on enchaîne les visios d'organisation du congrès, puis au bout d'un moment on arrive au bout de enfin voilà, on a envie de se rencontrer, d'être toutes ensemble pour pouvoir voilà, parce qu'il faut donner un peu de chair à tout ça. Voilà, c'est aussi notre proposition. Et puis ça veut dire aussi, pour les personnes qui ne sont pas dans les cercles académiques, rejoindre des associations. Je suis sûre qu'il y en a plein, à Mons et partout en Belgique. Enfin, être sur le terrain et puis faire des choses ensemble, en cercle. Enfin, voilà. J'en profite en attendant que le micro circule. En tant qu'ancienne étudiante du master genre, je peux vous confirmer que ce master est absolument essentiel. Et si vous ne connaissez pas, on a 2 profs ici du master. Donc voilà, elles peuvent faire la pub après. Je voulais vous remercier pour justement le partage de vos savoirs. C'est très important, la transmission. Vous avez déjà parlé.
Mais j'avais une question concernant les féminismes décoloniaux. Donc, vous avez parlé déjà des convergences, divergences, différences entre différentes pensées féministes. Et donc, je voulais savoir quelle est la place de ces féminismes décoloniaux, mais pas seulement le féminisme décolonial occidental, mais aussi quelle est la place des savoirs épistémiques autres qui viennent du Sud global. Merci. Ouais. Merci pour votre question. C'était un aspect extrêmement important quand on a réfléchi au contenu de l'ouvrage. La troisième partie de l'ouvrage s'intitule « Révéler les oppressions ». Et elle consacre d'abord un premier grand chapitre aux questions épistémologiques que j'évoquais tout à l'heure, sur le point de vue situé, sur les injustices épistémiques, sur l'importance et la nécessité de reconnaître et d'allouer en fait agentivité et réflexivité aux personnes concernées, notamment sur ces sujets postcoloniaux et décoloniaux, et toute la partie, enfin tout ce qui suit. Il y a notamment un grand chapitre qui s'intitule Féminisme, racisme et colonialisme, avec des textes d'autrices qui sont, et c'est important de le dire aussi, parce que c'est un ouvrage, disons, francophone, hein, dont il y a plus d'un cinquième des textes qui ont été écrits par des auteurices de la francophonie. Enfin, bon, je sais qu'on peut discuter ce terme, bref, mais comme m'expliquait Nathalie, pour les Belges, je sais que c'est pas un terme conflictuel. Pas tout le temps, enfin bon bref, on va... mais il y a donc des textes sur les révolutions décoloniales, sur les voies du féminisme noir francophone, avec des autrices africaines, parce qu'il y a aussi, en fait, on le sait très bien que dans l'histoire de la pensée féministe, il y a une sorte d'invisibilisation de théories féministes non occidentales qui se sont développées dans le même temps. C'est-à-dire, c'est pas comme si les féministes occidentales avaient diffusé. Non, il y a une simultanéité aussi des pensées féministes noires ou des pensées féministes dites subalternes, c'est-à-dire dans des zones non occidentales. Et donc, enfin voilà, on était assez heureuse de pouvoir faire discuter entre elles les autrices qui sont sur ce terrain des féminismes noirs, des féminismes décoloniaux, postcoloniaux. Il y a aussi, et c'était important, tout un chapitre consacré au lien entre religion au pluriel et féminisme, dont l'objectif est de montrer aussi que, quelle que soit la religion concernée, il y a des féminismes musulmans, il y a des féminismes chrétiens, il y a des féminismes juifs. Et ça, c'est des choses aussi qui sont voilà, des lieux un peu de crispation aujourd'hui, mais qu'on espère pouvoir décrisper, si je puis dire, avec ces textes sur les religions, enfin en tout cas les féminismes issus des différentes grandes traditions religieuses. Alors je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a vraiment une place que j'espère, enfin voilà, que je pense importante, consacrée à ces sujets dans le livre. Je prends la transition. Je voulais aborder avec vous le sujet de la médecine de genre. Je suis là. Et je voulais savoir s'il y avait des passerelles entre les philosophes féministes et cette médecine et les progrès récents de cette médecine du genre. Médecine du genre, vous voulez dire quoi exactement ? Je veux dire cette nouvelle discipline, ou enfin en tout cas récente, qui s'intéresse à prendre en considération le fait d'être une femme ou d'avoir des spécificités et de sortir de tous ces biais en médecine qui font qu'on est assimilé. Enfin avoir un regard, voilà. Oui, c'est ça. Donc il y a une perspective de genre qui se définissent comme une nouvelle discipline qui est la médecine du genre. Et qui approche du coup des concepts et la santé d'un point de vue genré ou sexué, ou enfin bref. Je voulais savoir si vous aviez des échanges avec ces praticiens et cette nouvelle vision aussi de la médecine. Oui, bien sûr. Il y a d'abord dans le passage sur les méthodes et le chapitre sur les épistémologies féministes, il y a un texte sur le lien entre féminisme et philosophie des sciences d'abord, c'est-à-dire dans lequel notamment Mathilde Escudero montre comment les biais genrés ont influé de façon inouïe les représentations médicales, notamment de la reproduction, c'est-à-dire par exemple ce fameux schéma du spermatozoïde
conquérant qui part à l'assaut du pauvre ovule qui est là tranquillement en train d'attendre d'être saisi ou pénétré. Et donc Mathilde Escudero montre comment des femmes médecins et scientifiques en médecine procréative et reproductive, je ne sais pas trop comment, oui c'est reproductive, ont en fait remis en cause ce schéma et montré que en réalité c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde qui bon enfin voilà, et donc ça c'est un premier moment, et puis il y a un autre endroit dans le livre qui aborde ces sujets de santé. Le tout dernier chapitre de la dernière partie est consacré aux parentalités et aux masculinités, et il y a notamment un texte qui s'intitule « Reproduction, normes procréatives et droits reproductifs » de Claire Grinaud, accompagné d'un encadré sur la justice reproductive de Mounia El-Kotni. Et c'est aussi un endroit où il est question de la façon dont la pensée féministe peut infuser et nourrir aussi une nouvelle médecine, c'est-à-dire attentive aux biais genrés et une médecine qui intègre ces questions. Alors, je sais que c'est un endroit de la pensée féministe c'est un de ces endroits compliqués où toujours... Enfin, disons qu'il y a toujours ce espèce de spectre de l'essentialisation ou d'une forme de différentialisme, puisqu'il s'agit de parler de sexuation, de différenciation sexuée, genrée, etc. Et que c'est un endroit où il se passe où il y a beaucoup de tensions. Mais je sais aussi que, enfin, en tout cas en France, il y a aujourd'hui des historiennes de la médecine ou même des philosophes de la santé qui explorent vraiment de façon très conséquente tous ces sujets et qui, là aussi, c'est... voilà, je suis en train de vous dire tout ça, puis dans ma tête, je suis en train de dire, bon, il faut aussi peut-être penser à rajouter peut-être une entrée spécifique sur... alors, ce que vous appelez médecine du genre, ce qui me gêne un peu, c'est le singulier de genre, là, dans cette histoire. Mais voilà. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, non ? Bonjour et merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Moi j'étudie actuellement les mouvements écologistes en Belgique et je fais le lien avec l'intersectionnalité, et vous avez parlé de backlash féministe. Il y a aussi un backlash écologiste qui se passe actuellement. Et j'aimerais un peu tâter le terrain un peu avec vous pour savoir comment l'écoféminisme, mais également l'intersectionnalité peuvent intervenir pour lutter tous ensemble contre cette crise climatique qui a un impact plus fort sur les femmes, notamment selon les rapports d'Oxfam. Merci. Mais c'est sûr que ce backlash, il ne s'adresse pas juste aux féministes, il s'adresse aussi évidemment aux écologistes. Au fond, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent transformer le monde, puisqu'au fond là, il y a une espèce d'insistance pour un retour à l'avant, un retour à un monde où il n'y aurait pas toutes ces emmerdeuses de féministes ou sous ces chiants d'écolos qui veulent mettre des taxes et tout. Voilà, vous entendez avec moi toute la rumeur. Hein. Mais voilà, moi je reste persuadée qu'effectivement, une perspective écologiste et surtout écoféministe est hyper intéressante et surtout primordiale en fait. Là, je vais reprendre la formule de Françoise Daubonne, il ne s'agit pas simplement de transformer le monde, mais de faire en sorte qu'il y en ait encore un en fait. Et là, on voit bien. Et alors, là, je trouve qu'on est aveuglé par plein de choses. On est aveuglé par la peur, c'est-à-dire la peur, effectivement, du fascisme qui revient. Et il est là, en fait. Hein, il n'est pas juste rampant à la porte, il est vraiment là. Moi, je suis vraiment terrifiée de ce qui se passe aux États-Unis. Je vois les collègues américaines qui sont justement en études de genre. Franchement, il y en a qui perdent leur travail. Enfin, il y a vraiment c'est plus parfois une censure. Ça tourne presque parfois à la purge. Hein, donc, il y a des choses très graves qui se passent. Parallèlement à tout ça, on est aussi fasciné, enfin enfumé par tout ce machin autour d'IA, c'est une des questions sur lesquelles je travaille aussi. Donc l'IA, comme un peu solutionnisme technologique, ça va sauver le monde, mais c'est un coût écologique démentiel en fait. Hein, vous faites une petite requête à ChatGPT, ça consomme beaucoup plus qu'une requête Google, etc. Et tout ça, en fait, il y a une espèce d'immatérialité, le retour comme ça d'un espèce de conservatisme, et de l'idée qu'au fond c'était toujours mieux avant. Et, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît hein, dans le retour le backlash, le retour conservateur, qui en plus nous est... et pour couronner le tout, cette espèce d'enfumage autour de l'IA qui effectivement en fait,
gomme complètement tous les enjeux climatiques qui sont toujours là. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas disparu parce que tout d'un coup, il y a l'IA qui marche bien et on a une peur ici partagée et très pertinente, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas du fascisme qui revient. C'est comme si ça oblitérait ces questions-là, comme si finalement, pendant toutes ces années où on a lutté en écoféministe ou en écologiste, comme si on avait fait des promenades, on s'était bien amusé, quoi. Ah, maintenant, on s'est bien amusé, maintenant, retour à la maison, il s'agit de faire autre chose. Soyez un peu sérieux, quoi, les féministes, les écoféministes, les écologistes. Fini de rire, comme si on s'était amusé, en fait. Alors, on s'est peut-être quand même un peu amusé dans les luttes, mais en même temps, c'est très sérieux. Donc, je pense qu'il y a ici quelque chose, en effet, à aller rechercher dans... Alors, peut-être pas dans l'urgence, mais en tout cas, de montrer que, voilà, il s'agit encore de sauver notre monde, de faire encore un monde vivable pour tous. Et on sent que c'est très compliqué maintenant, c'est plus du tout audible. Et ce que tu dis sur l'enthousiasme qu'il y avait il y a 4 ans, il l'était aussi pour les questions écologiques. On a vu en Belgique francophone comment le parti écolo, bon, s'est complètement, voilà, s'est planté aux élections, mais surtout, voilà, c'est-à-dire n'a plus au fond l'audience qu'il pouvait avoir. Enfin, tout ça est un peu un signe du temps, mais de nouveau résistons, continuons à transmettre et à pouvoir continuer à nous organiser. Alors ça me fait penser à la question que vous aviez posée sur qu'est-ce qu'on peut faire. En général, il y a souvent 2 positions. Soit c'est une position réformiste, c'est-à-dire on travaille sur l'institution. Comment est-ce qu'on travaille sur les institutions ? Par exemple, on fait un master genre, c'est-à-dire voilà, on l'inscrit dans les programmes, voilà, on le fait financer, on le structure, on l'institutionnalise, même si alors c'est un côté administratif réformiste et ça peut ne pas avoir l'air très révolutionnaire, mais ça l'est quand même. Ou alors on a une posture plus révolutionnaire. Donc alors je dis pas qu'on doit tous et toutes aller à l'action directe, mais en fait, je veux dire chacun sa manière d'être aussi dans la résistance, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou une dernière réaction ? Non ? Ah, ici. Juste là. Bonsoir à toutes et tous. Et tout d'abord, merci pour cette soirée. Moi, je me demandais justement, on parle du backlash là, qui est en train de nous arriver en pleine figure. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très inquiétant, c'est l'aspect un peu, ce qu'on pourrait appeler post-vérité, où des gens, où l'ancien Front National arrive à se dire, à être le parti qui lutte contre l'antisémitisme, où des femmes comme Némésis viennent se dire féministes, et où on sent quand même qu'au moins dans une partie de la population, ce genre de choses passe, cette espèce de renversement des valeurs, comme on le dit. Je me demandais un peu comment on peut lutter contre ça, et est-ce que dans peut-être les théories féministes, il y a peut-être des pistes et des choses qui peuvent nous permettre de combattre ça. Alors, merci. Vous évoquez le groupe Némésis. Peut-être, je précise ce que c'est, parce que comme c'est contexte français, donc c'est un groupe de jeunes femmes qui sont donc d'extrême droite, mais qui se réclament d'une certaine forme de féminisme que nous, féministes, appelons plutôt fémo-nationalisme, c'est-à-dire une posture qui consiste à soi-disant vouloir défendre les femmes, mais spécifiquement contre une catégorie de population très précise, à savoir les hommes immigrés. Et donc c'est une espèce d'appropriation scandaleuse d'une rhétorique féministe au service d'un projet de société raciste. Bon. Et donc en France, on a régulièrement, à chaque grande manifestation du 8 mars ou du 25 novembre, ce groupe Némésis veut venir dans le défilé, et puis les autres... on essaye de résister et de les empêcher avec plus ou moins de succès. Mais ce que ça m'inspire, du coup, ça montre une chose importante, qui est que toutes les femmes ne sont pas féministes. Ce qui n'est pas pour rien non plus dans un certain nombre d'obstacles et de lenteurs voilà, que nous affrontons. Il y a même vraiment une forme de résistance féminine, antiféministe. Et du coup, ça me fait penser, donc toutes les femmes ne sont pas féministes, et j'ai envie de rajouter, mais il se trouve qu'il y a quand même quelques hommes qui peuvent l'être. Et donc,
je vais me permettre d'aborder une des questions qui fâchent au sein du féminisme. Il y en a quelques-unes, mais celle-ci en fait partie. Mais c'est une question qui est assez importante à mes yeux. C'est parmi les solutions, moi je suis assez persuadée que nous ne pourrons pas résister si nous ne parvenons pas à trouver un moyen, enfin plus exactement, si les hommes ne parviennent pas à trouver des moyens de démontrer leur capacité à rejoindre ou accompagner nos luttes. Alors il faut plein de précautions, j'évoquais la philosophe Marie Garot tout à l'heure, c'est elle qui fait la conclusion de l'ouvrage qui s'intitule « Vers un féminisme des alliances », point d'interrogation. C'est un très beau texte dans lequel elle revient d'ailleurs sur le fait que cette question de la légitimité de la place des hommes dans le féminisme, là aussi elle est originelle, c'est qu'elle remonte très loin dans notre histoire et elle a été portée par des féministes africaines américaines, justement dans une perspective intersectionnelle qui disait « mais nous les femmes noires, nous ne pouvons pas faire comme vous nous proposez, vous, les féministes radicales états-uniennes blanches qui proposaient de vivre sans les hommes. Nous, en tant que femmes noires, qui luttons et contre le sexisme et contre le racisme, nous ne pouvons faire autrement que coalition avec les hommes noirs, notamment dans la lutte contre le racisme. » Bref, tout ça pour dire que la légitimité des hommes dans le féminisme, elle date pas. Enfin, cette question n'a pas été posée seulement tout à fait récemment, mais il me semble, enfin, on a évoqué la question du masculinisme tout à l'heure, c'est que si le masculinisme a pu prendre l'ampleur qui est la sienne aujourd'hui, c'est très certainement parce que historiquement, à quelques exceptions qu'on pourrait aller rechercher dans le détail de l'histoire, mais les hommes n'ont pas pris leur part dans le féminisme. D'abord parce que les féministes, et c'était bien normal, n'ont pas eu besoin d'eux. Enfin, c'est le fameux slogan des années 70, « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Et au passage, je glisse que la non-mixité est et doit rester un outil féministe majeur. Enfin, nous en avons besoin, mais elle n'est pas incompatible, c'est ce que dit Marie Garot dans sa conclusion. La non-mixité n'est pas incompatible avec une démarche de philosophes d'hommes qui pourraient se dire, peut-être pas féministes, mais comme le propose Léo Thiervidal, qui est un des théoriciens féministes hommes qu'elle évoque, être plutôt pro-féministe, avec un certain nombre de conditions qu'il énumère et qui commence par une posture d'humilité, c'est-à-dire accepter d'être dans le féminisme pour une fois derrière, notamment dans les manifs, mais pas seulement, c'est-à-dire être là et donc accepter de simplement suivre et recevoir des femmes féministes, à la fois, pas des recommandations, mais disons suivre le mouvement et ne pas avoir une volonté, comme elle est si fréquente chez les hommes, d'être ceux qui impulsent le mouvement. Et cette posture d'humilité, elle doit s'accompagner d'une démarche d'auto-éducation féministe, et j'insiste sur le auto, parce que voilà, on le sait bien, on a un peu autre chose à faire, nous, féministes, que d'éduquer nos pères, nos frères, nos fils, nos copains, etc. Il y a suffisamment d'outils, de livres et de podcasts et plein de choses. Et pour moi, c'est un peu le b.a.-ba, c'est-à-dire être un homme féministe, c'est d'abord comprendre de quoi nous parlons quand on parle de continuum des violences, quand on parle d'emprise, quand on parle de patriarcat, etc. Puis ensuite, transposer dans sa vie privée individuelle ce qu'on a appris de ce qu'est le féminisme, et éventuellement, quatrième étape, mais ça c'est réservé à une élite, il y en a quelques-uns, et prendre sa part concrète, voire produire des outils féministes. Il y a des hommes qui font ce travail, j'en connais un notamment, que j'aime beaucoup, qui est dans la salle, je ne vais pas le regarder parce qu'il va être très gêné. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que parmi les choses dont je pense, et je veux bien, enfin on peut ne pas être d'accord, je sais que toutes les féministes ne sont pas d'accord là-dessus, mais quand on fait le constat de ce que les leviers de pouvoir sont encore tellement majoritairement tenus par des hommes, on vient d'avoir des élections municipales en France, alors les conseils municipaux sont paritaires parce que la loi l'oblige, mais seuls 23% des maires sont des femmes. C'est-à-dire que l'exécutif, le pouvoir, il est toujours aux mains des hommes, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde de la culture, dans le monde à chaque fois, on voit bien comment plus on monte en fonction et en grade, moins il y a de femmes. Bon, si les hommes qui sont encore là en train de tenir la place étaient davantage féministes, peut-être qu'on pourrait espérer quelques évolutions. Donc il y a enfin, je ne sais pas comment c'est en Belgique. Est-ce que vous avez des hommes un peu genre hommes politiques, comédiens, chanteurs,
des figures qui prennent... en France, en tout cas, il n'y en a pas. Ou alors, quand ils prennent la parole, c'est pour venir dire sur France Inter, comme un grand comédien, oui, alors moi, je veux bien, mais il faut me donner une feuille de route. Non, mon coco, tu vas te débrouiller. Enfin, je veux dire, quand même, il y a suffisamment d'outils pour ça. Et j'ajouterais, là, vraiment, le point qui fâche, mais je vais aller jusqu'au bout de ma démonstration... Pourquoi il y a si peu d'hommes qui, publiquement notamment, prennent la parole? Pourquoi il y a si peu d'engagement, etc. Il y a quelque chose propre à l'entre-soi masculin dans une société patriarcale, on est d'accord. Il y a quelque chose qui renvoie à cette difficulté, quand on est un homme, de tirer contre son bataillon ou d'avoir cette... j'allais dire courage, mais j'ai pas envie d'utiliser ce mot de courage, mais cette lucidité d'esprit de vouloir renverser des mécanismes d'oppression et de discrimination. Mais il y a aussi un problème intraféministe. Moi, j'ai pu l'observer, et je l'observe régulièrement, quand il y a quelques hommes qui prennent quelques initiatives ou qui se passent des choses. Je me souviens d'une tribune signée par une centaine d'hommes au moment justement du procès Pellicot. Il s'est trouvé des féministes pour aller chercher dans la liste de cette centaine une ou deux personnalités un peu problématiques dont on a pu trouver des agissements passés problématiques, etc. Ce qui a ruiné. Et quand j'observe ça, à la fois... je comprends la démarche et en même temps, je me dis, mais c'est extrêmement dommageable parce que finalement, ce que ça fait, c'est qu'il se passe du coup... Bref, il y a une espèce de cercle vicieux. Je ne sais pas comment le briser, mais je suis assez persuadée quand même qu'il y a quelque chose à essayer de faire ensemble. Et sur la question des femmes qui résistent au féminisme, j'avais lu un livre super intéressant qui s'appelle Les Vigilantes de Léane Alestra, qui explique vraiment très bien tous ces mouvements-là, très divers en fait, y compris les tradwives. Il y avait plein de choses intéressantes, les femmes politiques d'extrême droite, etc. Donc je vous recommande. Voilà, merci en tout cas à tout le monde. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on va maintenant passer, pour les personnes qui le souhaitent, à la dédicace. Donc, le livre Théorie féministe est en vente juste ici auprès de mes collègues, ainsi que les autres ouvrages de Camille Froidevaux-Métairie. Pour les personnes qui s'intéressent, on a demain une autre conférence pour un sujet tout autre dans le cadre de ce partenariat entre Scientia et le Mumons. Ce sera notre dernière de l'année et ce sera avec Bruno Humbeck autour de la pédagogie et notamment la façon dont les films de Disney explique et éclaire des notions de pédagogie. Donc dans un sujet tout autre, et ce sera du coup à l'auditoire Van Gogh, donc qui est juste ici à côté. Il reste des places. Pour le reste, si vous souhaitez être au courant de nos prochains événements, la librairie a maintenant une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, et je sais que le Mumons en a une aussi, donc n'hésitez pas à nous demander les renseignements. Merci encore pour votre présence et votre écoute.